Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un nom. Un nom qui est vraiment sur toutes les lèvres des amateurs de football, Pape Thiaw. Ah oui, impossible de passer à côté en ce moment. On a tous en tête les images de joie, les trophées soulevés, mais la question qu'on s'est posée en parcourant nos sources, c'est qui est vraiment l'homme derrière le sélectionneur qui a porté le Sénégal au sommet? C'est la bonne question. Pour y répondre, on a une sacrée pile de documents. Des analyses tactiques très pointues, des articles de fond, des statistiques brutes, Oui. mais aussi, et c'est peut-être le plus intéressant, des témoignages d'anciens coéquipiers qui l'ont connu avant la gloire du banc de touche. Et notre mission, c'est de connecter tous ces points. On veut comprendre la mécanique Thiaw. Comment ce joueur emblématique de la génération 2002, celle de l'épopée en Coupe du Monde... La fameuse génération dorée. Exactement. Comment est-il devenu cet entraîneur qui semble tout transformer en or ? Il doit y avoir une recette, une méthode, et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Bon, commençons par le plus visible, le plus spectaculaire, le palmarès. On est obligé. On est le 18 janvier 2026, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal affronte le Maroc chez lui, dans un stade en fusion. La tension est à son comble. Et au bout du suspense, en prolongation, les Lions de la Teranga l'emportent 1-0. C'est une consécration absolue. Une consécration qui est en réalité bien plus qu'une simple victoire. C'est un doublé historique. C'est du jamais vu. Du jamais vu dans le football africain. Il faut se souvenir qu'en 2023, Pape Thiaw a déjà remporté le championnat d'Afrique des Nations, le fameux CHAN. La compétition pour les joueurs locaux. Voilà, réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. En gagnant la CAN ensuite, il devient le premier sélectionneur de l'histoire à remporter les 2 trophées. Et ça, c'est pas du tout anecdotique. Ah non, c'est un message, presque politique en fait. Il dit à tout le continent, regardez, notre football local a de la valeur, il peut être le socle de la plus grande des victoires. C'est puissant comme message. Il a créé un pont entre les joueurs locaux et les stars qui évoluent en Europe, et il a prouvé que l'excellence sénégalaise est partout. C'est ça qui est révolutionnaire dans son approche. Et en lisant les stats depuis sa nomination en décembre 2024, il y a des chiffres qui sont, presque absurdes. Ah oui ? Sur 21 matchs, c'est 17 victoires, 3 nuls et une seule défaite. C'est une machine. C'est ça. Mais le chiffre qui m'a le plus marqué, c'est le ratio de buts, .49 marqués, pour seulement 8 encaissés. Comment on explique un tel équilibre ? C'est sa marque de fabrique. Que ce soit avec l'équipe locale ou l'équipe A, ces équipes sont incroyablement difficiles à bouger. Très solide. Très. Et cette solidité défensive, ce n'est pas une fin en soi. C'est la plateforme qui permet ensuite à son attaque de s'exprimer librement. La qualification pour la Coupe du Monde 2026, déjà acquise, est une preuve de plus de cette constance. D'accord. Les résultats sont là, indiscutables. Mais alors, la question à 1 million, comment fait-il ? Quelle est sa philosophie ? Alors ? En tout cas, tous les articles sont d'accord sur un point, avec lui, ça attaque. La consigne, c'est d'aller de l'avant. Oui, sa vision est clairement offensive. Il aime les schémas en 4-3-3 ou 4-2-3-1 qui permettent de se projeter très vite. Mais le cœur du réacteur, le principe non négociable, c'est le pressing. Le pressing. Il y a une de ces citations qui résume tout. Je joue offensif et après chaque perte de balle, il faut aller à la récupération. Ce n'est pas une option, c'est un réflexe qu'il veut inculquer à chaque joueur. Étouffer l'adversaire. C'est ça, le priver de temps et d'espace. Il y a un match qui est revenu sans cesse dans les papiers que j'ai lus, qui semble être le cas d'école parfait de sa méthode. La victoire contre l'Angleterre ? Exactement, cette victoire 3-1. Même si c'était un amical, tous les analystes le décrivent comme un manifeste tactique. Absolument. Ce jour-là, il met en place un 4-3-3 très intelligent. Le trio du milieu avec Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra. Le poumon de l'équipe. Le poumon et le cerveau. Ils ont la technique, le volume de jeu, tout. Mais le vrai coup de génie, c'est sur le côté gauche. C'est l'animation asymétrique, c'est ça ? C'est exactement ça. Il demande à son ailier, Ismaïla Sarr, de rentrer beaucoup plus dans l'axe, d'occuper les espaces entre les lignes. D'accord. Et ce simple mouvement a une conséquence énorme. Il libère complètement le couloir pour le latéral, El Hadji Malick Diouf. Et ce dernier, avec tout cet espace, devient une arme de destruction massive. C'est lui qui est décisif.
Il a enchaîné les courses, les centres, et c'est lui qui provoque l'égalisation. C'était un casse-tête insoluble pour la défense anglaise. Et ce qui est fou, c'est que même son attaquant de pointe, Nicolas Jackson, est avant tout son premier défenseur, n'est-ce pas? Il n'a pas marqué, mais son travail de harcèlement a été fondamental. C'est la clé de voûte du système. Le pressing commence avec lui. Il force les défenseurs à se précipiter, à mal relancer, et tout le bloc sénégalais peut alors monter et récupérer le ballon très haut. C'est ce que Thiaw appelle être un soldat. Voilà. Le talent ne suffit pas, il faut un engagement total pour le collectif. Mais une tactique aussi brillante soit-elle, ça reste des schémas sur un tableau noir. Pour que ça fonctionne sur le terrain, il faut que les joueurs y croient. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche à sa deuxième grande force, son management, que tout le monde compare à celui de la légende Bruno Metsu. La comparaison est inévitable. Metsu, en 2002, avait réussi à créer un groupe soudé, une famille. Thiaw semble avoir hérité de cette capacité à toucher l'humain. C'est ce que disent les joueurs. J'ai lu une interview de Pape Gueye qui m'a frappé. Il dit que Thiaw leur demande deux choses. Une discipline de fer, mais aussi de prendre du plaisir. Et c'est pas incompatible? Non, mais ça peut sonner comme une phrase bateau. Sauf que dans l'univers ultra pressurisé du foot de haut niveau, créer cette sensation de liberté, c'est peut-être le plus difficile. Et son ancien coéquipier, Khalilou Fadiga, donne des pistes sur la manière dont il y parvient. Il le décrit avec un mot, humilité. Humilité. Fadiga explique que Thiaw est dans une communication constante. Il parle à tout le monde. Et surtout, il a cette formule incroyable. Il considère chaque joueur de son effectif, même le 23e homme, comme un potentiel titulaire. Ça change tout. Quand un joueur sent ça, il est prêt à aller à la guerre pour vous. Il ne construit pas une équipe, il construit un groupe où chacun se sent important. Cette humilité, cette intelligence tactique et humaine, ça ne sort pas de nulle part. En lisant tout ça, j'ai eu le sentiment que pour vraiment comprendre le coach Thiaw, il fallait absolument remonter le temps. Regardez le joueur qu'il était. Exactement. C'est comme si tout était déjà là, en germe. Ah, 2002. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était un séisme. Le Sénégal arrive à sa première Coupe du Monde, personne ne les attend. Et pour le match d'ouverture, ils affrontent la France de Zidane, championne du monde en titre. Et il gagne. Et ils gagnent. Le monde entier découvre cette équipe. Pape Thiaw est un des piliers de cette aventure qui les mènera jusqu'en quart de finale. Il est au cœur de l'acte de naissance du Sénégal comme grande nation de football. Et il y a ce geste. J'en ai encore des frissons en y repensant. La talonnade. La talonnade. 8e de finale contre la Suède. 1-1. Prolongation, la tension est maximale. Et là, il reçoit un ballon dos au but. Et d'une talonnade géniale, sortie de nulle part, il décale parfaitement Henri Camara qui marque le but en or. Ce n'est pas une simple passe décisive. Non, c'est de l'instinct, de l'intelligence pure. Ce geste dit tout du joueur qu'il était. Mais sa carrière en club est aussi très instructive. Il a eu un parcours très cosmopolite. Oui, il a beaucoup voyagé. Il a joué en France, en Suisse, en Russie, en Espagne. Il a vu d'autres cultures, d'autres approches du football. Ça vous forge une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation qui est précieuse pour un entraîneur. Et pourtant, il ne s'est pas reposé sur son nom. C'est ça qui m'a surpris. Sa reconversion n'a pas été un coup de tête. Elle a été méthodique, presque académique. Très préparé. Il est parti passer ses diplômes, notamment à La Réunion, loin des projecteurs. Il a gravi les échelons, obtenu la prestigieuse licence A de la CAF, et il a même travaillé comme analyste technique pour la FIFA. Il a fait ses devoirs, quoi. Et toute cette préparation, toute cette expérience, ça lui a forgé une force de caractère dont tout le monde parle. Mais ce caractère a aussi été mis à très très rude épreuve. On pense évidemment à cet incident incroyable en finale de la CAN 2026. L'arbitre siffle un pénalty contre le Sénégal que Thiaw juge Scandaleux. scandaleux. Et sa réaction est sidérante. Il ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Le match est interrompu. Le monde du football retient son souffle. C'est un moment de tension extrême qui révèle toute la complexité du personnage. D'un côté, c'est un geste qui va à l'encontre de toutes les conventions. Qui lui a valu une enquête de la CAF. Oui. Potentiellement désastreux pour son image. Attends, mais demander à ses joueurs de quitter le terrain, c'est d'une violence symbolique énorme. Est-ce que ça n'a pas failli lui coûter sa crédibilité, dire ? Est-ce que certains n'ont pas vu ça comme un caprice d'entraîneur ? La question est légitime. Et à l'international, ça a été très mal perçu. Mais au Sénégal, la lecture a été très différente pour beaucoup de gens. Ah oui ? Ils y ont vu l'acte d'un chef de meute qui protège ses joueurs à tout prix. Une façon de dire « on ne nous marchera pas dessus ». Et il faut noter le rôle crucial de Sadio Mané. Une autre légende. C'est lui qui, sur le terrain, a calmé les esprits et convaincu ses coéquipiers de reprendre le jeu. Et ce qui est tout aussi révélateur, c'est sa réaction après.
Il s'est pas enfermé dans son bon droit. Non. Il a présenté des excuses publiques, en reconnaissant. Parfois, on réagit dans la chaleur du moment. Cette capacité à assumer, c'est aussi une marque de leadership. Donc on a le tacticien, le meneur d'hommes, mais les articles insistent sur une dernière facette, peut-être la plus importante pour l'avenir, le bâtisseur. Thiaw ne se contente pas de gagner, il prépare la suite. Sa gestion des jeunes est citée en exemple partout. Le cas d'Ibrahim Baillé est fascinant. Un attaquant de 17 ans, un talent brut. Un pari énorme. Non seulement Thiaw le sélectionne pour la CAN, mais il le fait jouer. Il le lance dans le grand bain. Mais il ne le jette pas au lion. Et c'est là toute son intelligence. Il l'entoure de cadres, de grands frères comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Le message est clair. Vas-y, exprime ton talent, on est là pour te protéger. C'est pas juste intégrer un jeune. Non, c'est organiser la transmission du savoir, de l'expérience. Et c'est ça la clé. Ce n'est pas une rupture générationnelle, c'est un passage de témoin en direct, sous nos yeux. Il mélange les héros d'hier avec les pépites de demain, comme Lamine Camara ou Habib Diarra. Il assure la continuité. Ce qui nous amène à ce surnom qu'on lit partout, le pape du football sénégalais. Le jeu de mots est facile. Il est facile, mais au-delà de ça, il dit quelque chose de très profond. Il est le seul à incarner à la fois la légitimité historique, celle du joueur de 2002, et la gloire suprême, celle de l'entraîneur qui a fait ce doublé unique Chan Can. Il a unifié tout le football de son pays. De la base au sommet, c'est un statut unique. Donc, si on fait le bilan de cette plongée dans nos sources, le portrait qui se dessine est celui d'une figure incroyablement complète. Un tacticien moderne, un manager humain dans la lignée de Bruno Metsu, Un leader passionné. qui défend son groupe bec et ongles, et surtout l'architecte du football sénégalais de demain. En fait, quand on y pense, la boucle est bouclée. Il a commencé par marquer l'histoire sur le terrain et il finit par la réécrire depuis le banc de touche. Il a résolu une vieille énigme. Laquelle? Comment passer du statut de belle équipe de grands joueurs à celui de machine à gagner implacable? Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Les sources le présentent souvent comme l'héritier de Bruno Metsu. Mais avec ce doublé historique et sa vision pour l'avenir, la vraie question est peut-être Qui sera l'héritier de Pape Thiaw? qui sera le prochain? Et quel standard incroyablement élevé a-t-il désormais établi pour le leadership dans le football africain? Aujourd'hui, on s'intéresse à un homme qui est en train de marquer au fer rouge l'histoire du football sénégalais. Il s'agit de Pape Thiaw. Et c'est vraiment ça l'histoire d'un véritable architecte du jeu. Un homme qui construit une dynastie, mais sur des fondations qu'il a lui-même posées à l'époque où il était joueur. Alors, pour bien comprendre le personnage, entrons directement dans le vif du sujet, par ce qui est sans doute son plus grand exploit. Ce qu'il a réalisé, c'est tout simplement du jamais vu. Il est le tout premier coach de l'histoire à gagner les 2 plus grands trophées africains, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations que tout le monde connaît, et le CHAN, qui est son équivalent mais pour les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. Franchement, en gagner un seul, c'est déjà un exploit monumental. Mais les 2, là on entre directement dans la légende du foot africain. Et quand on regarde ses stats, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une domination quasi totale. Un taux de victoire qui frôle les 80%, c'est énorme. Et regardez-moi cette défense de fer. Seulement 12 petits buts encaissés en 31 matchs. Ça, ce n'est pas juste une équipe qui gagne, c'est une équipe qui maîtrise son sujet de A à Z. Mais alors, cette rage de vaincre, elle vient d'où? Pour vraiment comprendre le coach, l'architecte, il faut revenir en arrière, il faut revenir aux joueurs. C'est là que tout a commencé, c'est là qu'il a posé les premières pierres de sa propre légende. Et quel joueur! Il était un pilier de cette fameuse génération dorée de 2002. Souvenez-vous, c'est cette équipe-là qui a fait connaître le Sénégal au monde entier. Plus que ça, elle a redonné une fierté et une confiance incroyable à tout un pays. Et attention, Thiaw n'était pas juste là pour faire le nombre. Non, il était l'un des grands artisans de cette épopée. Et ce geste, cette fameuse talonnade, c'est la preuve parfaite de son intelligence de jeu. Ce n'est pas de la chance à ce niveau, c'est du génie pur. Un geste qui a marqué toute une génération. Avec le recul, on se dit que c'était peut-être déjà un signe, les prémices du grand tacticien qu'il est devenu. La question c'est, comment est-ce qu'on passe de joueur brillant à coach encore plus brillant? C'est quoi sa recette? Sa philosophie sur le banc? C'est ça qu'on va décortiquer. En fait, c'est un mélange très moderne. D'un côté, il y a une vraie rigueur tactique, et de l'autre, une intelligence psychologique. Lui-même le dit. Je joue offensif et après chaque perte de balle, il faut aller à la récupération. C'est simple, non? L'idée, c'est de prendre des risques, mais des risques calculés. Et surtout, de travailler sans relâche.
Et donc tout son succès, il tient sur ces deux piliers. D'un côté, le cerveau, le tacticien hors pair qui lit le jeu et s'adapte en permanence, et de l'autre, le cœur, le manager humain qui sait parler aux joueurs, créer un groupe soudé, une vraie famille, quasiment indestructible. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si son ancien coéquipier, Khalilou Fadilla, le dit lui-même. Son management s'y rappelle celui de leur coach de 2002, le grand Bruno Metsu. Pour ceux qui s'en souviennent, Metsu, c'est une légende absolue au Sénégal. Et comme lui, Thiaw a ce truc, cette capacité à faire que chaque joueur, même les remplaçants, se sentent importants, comme des titulaires potentiels. C'est ça le secret d'un groupe qui va au bout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de sa méthode, voyons comment tout ça s'est assemblé pour son plus grand chef-d'œuvre. Un triomphe qui a bien failli virer au drame. Et voilà le doublé historique, le jour où le Sénégal est remonté sur le toit de l'Afrique. C'est le moment de la consécration ultime. Il n'est plus seulement Pape Thiaw le grand joueur, il devient Pape Thiaw le maître tacticien, l'entraîneur qui gagne. Cette finale contre le Maroc, chez eux, c'était plus qu'un match. Une vraie bataille, ultra tendue. Et ce jour-là, ce n'est pas que la tactique de Pape Thiaw qui a été testée. C'est aussi et surtout ses nerfs. Et ça, devant des millions de téléspectateurs. Forcément, cet incident, ça pose une vraie question sur son leadership. Quand la pression est maximale, où est la limite? Quand est-ce qu'on protège son équipe? Et quand est-ce qu'on va trop loin, on risque de tout gâcher. Alors voilà ce qui s'est passé. L'arbitre siffle un pénalty qui lui semble complètement injuste. Et là, coup de sang. Tia prend une décision radicale. Il dit à ses joueurs « sortez du terrain ». Un geste fou, spectaculaire. Pour certains, c'était le coach qui protège ses hommes jusqu'au bout. Pour d'autres, c'était inadmissible. Le fait qu'il se soit excusé après montre aussi une autre facette de l'homme. Capable d'un coup de tête, mais aussi capable de reconnaître ses erreurs. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les victoires, le doublé historique, mais aussi cette controverse. Quel héritage est-il en train de laisser? Il faut savoir qu'au Sénégal, le nom pape, ça veut dire père, guide. C'est un nom lourd de sens, réservé à des figures vraiment fondatrices. Alors la question est légitime, est-ce que Pape Thiaw a gagné le droit de figurer parmi ces géants? Quand on le compare aux autres papes du foot sénégalais, il y a eu Pape Diouf, le grand dirigeant, président de l'OM. Il y a eu Papa Bouba Diop, le héros de 2002, le buteur. Mais Thiaw, lui, il est unique. C'est le seul qui a été une légende sur le terrain et sur le banc. Il est le lien parfait entre le joueur et le stratège. Et ça nous amène à la question finale. Avec la Coupe du Monde qui arrive, est-ce qu'on a assisté au sommet de sa carrière? Ou est-ce que son travail d'architecte ne fait que commencer? Est-ce que les fondations sont posées pour une dynastie encore plus grande?